Merci beaucoup, Madame la Ministre, de venir à notre rencontre dans ce lieu inspirant. Je salue Monsieur le Directeur de cabinet et vos collaborateurs. C'est avec plaisir que nous vous accueillons parce que ici, chacun connaît, et vous avez fait partie de cette délégation, l'attachement qui est le nôtre aux collectivités territoriales, non pas comme un hobby ou une passion. Enfin, elle est sans doute dévorante, mais parce que nous sommes persuadés, je suis sûre que vous l'êtes aussi, que quand on parle des collectivités, on parle surtout des services qui sont rendus par les collectivités, parfois au nom de l'État, pour nos concitoyens, et ce sont souvent des services essentiels, et on sait que les collectivités, alors, qui râlent, mais parfois il faut râler pour se faire entendre. Voilà, en tout cas souvent avec raison et avec justice, parce qu'on sait aussi combien dans les tempêtes, ces collectivités, leurs élus sont extrêmement présentes et font preuve de cet esprit positif de coopération avec l'État. Alors vous avez la gentillesse de recevoir le bureau de la délégation très récemment, donc nous avons fait un premier tour d'horizon de la politique gouvernementale et notre rencontre de cet après-midi va nous permettre d'aller un peu plus loin et d'échanger. Alors, je parlerai de quelques sujets. Alors, il y a le marronnier de cette époque qui est la loi de finances. On a vu l'importance des questions tout à l'heure, mais c'est un vrai sujet. Alors, la délégation s'est déjà intéressée au mois de juillet sur l'effet du coût de l'énergie, à la fois la hausse, mais aussi la volatilité, compte tenu des renouvellements de contrats pour lesquels les collectivités n'ont aucune capacité aujourd'hui à discuter et à négocier. Et le surcoût avait été évalué en année pleine à 11 milliards, et ce chiffre n'a pas été discuté. S'il existe bien un tarif régulé, c'était rappelé par mes collègues, ce tarif régulé touche beaucoup de communes et en même temps des communes qui ne sont pas les plus consommatrices en énergie, parce que ce ne sont pas toujours celles qui ont le plus de services. Alors, autre sujet qui nous préoccupe, et nous avons eu l'occasion d'en parler, et on a initié un travail avec M. Bichu, c'est le zéro artificialisation nette. Alors, chacun ici, vous comme nous, entendez de tous les territoires cette voix d'inquiétude où les élus, enfin moi je ne connais pas un élu qui aujourd'hui ne défend pas la sobriété foncière. D'ailleurs certains le font déjà depuis 2001 ou 2002, même plus, mais que en même temps le zéro artificialisation nette a été transformé en quelque sorte comme un dogme sacré, alors qu'il devrait être un moyen au service du développement durable. Comment conjugue-t-on la réindustrialisation? Comment conjugue-t-on la construction de logements sociaux d'abord, puisqu'il y a parfois des pénalités qui accompagnent le déficit, mais chacun sait aujourd'hui que l'évolution de la société fait qu'il faut plus de logements pour une même population. Et comment conjugue-t-on en faisant ça des actions très positives en matière environnementale? Donc on en dira peut-être un mot. De manière un peu plus large, alors j'ai lu avec attention le courrier que Madame la Première ministre, c'est une instruction qu'elle a adressée au préfet, leur rappelant, je crois qu'il y en a, alors je vais peut-être dire une bêtise, pas 61 politiques prioritaires, j'abuse peut-être, sur le chiffre. Ah ben voilà, j'ai ça, et ça m'a frappé parce que je n'ai pas vu la 62e, qui est celle... on va dire, des territoires. Je le dis très aimablement, mais fermement, parce qu'on est là pour échanger. Je suis un peu préoccupée par à la fois le discours du président qui, auprès des associations, je le trouve plutôt positif, et en même temps, si je puis dire, le fait que je ne vois pas apparaître dans les politiques prioritaires la question des territoires sur la décentralisation, la déconcentration, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la saison 2, mais en volume un peu amplifié de 3DS, sachant, vous le savez, que le président du Sénat a lancé ce matin, il en a d'ailleurs informé le président de la République, un groupe de travail écuménique au sens
où il rassemble des représentants de tous les groupes politiques du Sénat, des différentes commissions, sur, appelons ça un peu la décentralisation. Moi, j'appellerais ça l'efficacité de l'action publique jusqu'au dernier kilomètre et comment les 50 propositions en faveur des libertés locales que le Sénat avait proposées, comment on continue à les décliner. Il y a sans doute bien d'autres sujets. Donc ce groupe de travail a été instauré ce matin. Le président du Sénat envisage un rapport de conclusion autour d'avril, peut-être avec un rapport intermédiaire en décembre ou en janvier. Il comporte 2 volets. Un volet, on va dire, autour de la décentralisation et de la déconcentration. Nous venons d'ailleurs de rendre un rapport la semaine dernière sur la déconcentration. Il fourmille d'idées et d'observations, parfois partagées par les préfets, et un volet sur la réforme des finances locales. Alors ici, il y a des spécialistes, mais on sait que les finances locales ont été à la fois réformées, en même temps sédimentées, parce qu'on rajoute des choses, on vient corriger, ce qui fait qu'à un moment, la cohérence est un exercice difficile. Et vous savez, l'attachement du Sénat à l'autonomie fiscale des collectivités, parce que l'autonomie financière est parfois difficile pour ceux qui peuvent lever l'impôt, mais l'impôt ne rend rien. Donc, pour nous, c'est un sujet. Donc, sans doute, en parlerons-nous avec vous. Nous avons aussi, en la présence ou en la personne de Rémy Pointreau, une obsession extrêmement utile sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Parce que quand on dit que les collectivités doivent être frugales, non seulement en foncier, mais en dépenses, je pense qu'il y a aussi un autre regard à avoir, c'est celui de la limitation des dépenses, et notamment les dépenses obligatoires, parfois superfétatoires, qui naissent de l'invasion de normes. Et lors de notre rencontre, nous avions évoqué notre disponibilité pour nous prêter à ce que nous avons appelé un exercice d'intelligence collective sur le sujet. Donc nous sommes vraiment, et Rémy Pointreau aura sûrement l'occasion de le redire tout à l'heure, nous sommes vraiment désireux d'avancer là-dessus et prêts à travailler avec vous en prenant les choses peut-être d'une manière thématique. En tout cas, voilà, nous serons très heureux de travailler sur ce sujet. Et puis, dernier point dont je voudrais parler, parce que Rémy Pointreau, Sonia de la Provôté, et puis d'autres collègues, j'espère que j'oublie personne de la délégation. On a travaillé avec la délégation aux entreprises, on a fait un rapport sur les services sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, parce que nous avons ici un attachement particulier au contrôle et à l'évaluation. Vous le savez, la filature qu'exerce mon collègue Charles Guéné avec Céline Brulin sur la NCT, mais aussi nous étions très désireux de faire une évaluation de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Donc je vous ai livré beaucoup de messages, mes collègues en auront d'autres. Madame la ministre, je vous renouvelle mes remerciements. Nous disposons, je crois, jusqu'à 17h55. Et chers collègues, il était prévu ensuite que Bernard Delcros nous communique le rapport qu'il a fait sur les maisons France Service, qui est très bien, mais Bernard Delcros a un empêchement majeur. Donc voilà, donc nous reporterons ça à une prochaine séquence, si vous le voulez bien. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Madame la Présidente, chère Françoise Gatel, Mesdames et Messieurs les membres de cette belle délégation que je connais bien pour y avoir siégé dans un temps pas trop ancien, et je sais le lien étroit que vous avez avec les collectivités et l'exigence aussi que vous nourrissez par rapport à vos programmes, aux élus locaux et aux territoires. Dès ma prise de fonction, si vous le permettez, je vais faire une petite introduction avant de répondre à vos questions. J'ai d'ores et déjà reçu toutes les associations d'élus, seuls ou avec Christophe Béchu. Je les ai écoutés, j'ai maintenu le dialogue, qui sont d'ailleurs, je voudrais vous le dire, le fil conducteur de ma feuille de route, comme cela a toujours été d'ailleurs dans ma vie d'élu local. Je suis en effet persuadée qu'une politique publique concertée et partagée, le plus en amont possible,
est une politique publique efficace, adaptée aux besoins du terrain et aux attentes des élus et de nos concitoyens. Je ne vais pas davantage insister sur la méthode. Je voudrais, parce que je sais, et vous l'avez déjà dit, vos questions sont nombreuses, je voudrais simplement vous parler de ma feuille de route à court et moyen terme. En premier lieu, l'actualité qui occupera nos prochaines semaines, c'est évidemment le projet de loi de finances pour 2023, qui traduit l'accompagnement de l'État pour aider les collectivités à faire face à la situation. Je sais que vous êtes ici des experts des finances publiques, n'est-ce pas, cher sénateur Charles Guené, le premier qui, d'ailleurs, a suivi avec attention ce sujet en commission des finances. Mais c'est vrai que cela a été rappelé avec précision lors des QAG. Je voudrais évidemment revenir quelques instants sur le fonds de 430 millions d'euros pour aider les communes qui a été voté en loi de finances rectificative l'été dernier, pour aider les communes et les intercommunalités les plus fragiles à faire face à la hausse du point d'indice, à la hausse du coût de l'alimentation et de l'énergie. Et son décret d'application est d'ailleurs passé, monsieur le directeur des finances locales, ce matin en comité. Pour 2023, le gouvernement maintient son soutien aux collectivités face à l'inflation et au prix de l'énergie. Il s'agit de la prolongation du bouclier tarifaire en 2023 afin de limiter à 15% la hausse des prix de l'électricité et du gaz pour les plus petites communes, soit environ 28 000 collectivités. Pour être très transparente, je pense que nous ne saurons qu'après le compte administratif de 2023 quelle est l'ampleur, disons, de ces collectivités qui pourront en bénéficier. Alors, bouclier tarifaire, mais aussi quadruplement de l'enveloppe à destination des communes alors en très grande difficulté, qui atteint 10 millions d'euros. Grande difficulté, je précise, ce sont évidemment les indicateurs sociaux, les critères de charges et de ressources et le potentiel financier qui sont évidemment les conditions d'obtention de cette enveloppe. Par ailleurs, j'ai proposé avec Christophe Béchu à la Première ministre une hausse de 210 millions d'euros de la DSU et de la DSR qui seront financés par l'État et non par écrêtement des autres communes. Alors bien sûr, le PLF ne le prévoit pas encore, mais un amendement confirmera le financement de cette hausse de la péréquation verticale par des crédits nouveaux. Cette hausse inédite depuis 13 ans, je me permets de la rappeler, permettra à 70% des collectivités de voir leur dotation augmenter ou stabiliser. J'entends les critiques quant à la non-indexation de la DGF sur l'inflation. Je voudrais simplement vous rappeler que cela ne date pas ni d'aujourd'hui ni d'hier, mais de 2010. Par ailleurs, cette augmentation de 210 millions d'euros s'inscrit dans un contexte contraint pour les finances de l'État et doit être interprétée, de mon point de vue, comme une marque de confiance vis-à-vis des collectivités et des élus locaux. D'autres mesures, je les balayerai rapidement, traduisent aussi le soutien que l'État apporte aux élus. Je pense à l'augmentation d'un tiers des moyens consacrés à la dotation biodiversité pour 2023, qui avait déjà été doublée en 2022. Nous sommes passés à 24 millions d'euros en 2022, à 30 dans le PLF pour 2023. Et je sais que certains d'entre vous y portent une grande attention, n'est-ce pas, monsieur le sénateur Bernard Delcros ? Je souhaite enfin vous préciser que les élus pourront dorénavant bénéficier d'un remboursement forfaitisé des frais de garde au lieu de déposer un dossier de remboursement des frais réels. L'enveloppe sera augmentée d'1 million d'euros. Je pense que c'est une mesure concrète que j'ai souhaité prendre pour inciter l'engagement local de jeunes parents et leur permettre d'exercer leur mandat dans de bonnes conditions. Ensuite, mesdames et messieurs les sénateurs, à l'état prescripteur que nous avons, et je me mets à votre place, souvent dénoncé collectivement, je souhaite vous parler de l'état accompagnateur. Je voudrais vous redire qu'en 2023, l'État sera aux côtés des élus pour les accompagner à réaliser leurs projets de territoire. Nous allons consacrer un effort majeur à la préparation de l'avenir, puisque les dotations d'investissement atteindront en 2023 un niveau proche de 2 milliards d'euros.
Nous irons d'ailleurs plus loin, puisque je crois que nous ne pourrons surmonter durablement les difficultés du temps présent sans accélérer les transitions énergétiques et écologiques dans les territoires. L'État va donc s'engager fortement avec la création d'un fonds vert qui mobilisera en effet 1,5 milliard d'euros en 2023 pour développer les projets de transition écologique. Concrètement, il pourra s'agir de rénovation thermique des bâtiments publics, de renaturation en ville ou dans des cours d'école, d'aménagement des friches ou encore du trait de côte. En termes de méthode, nous souhaitons privilégier avec Christophe Béchu des règles simples et décentralisées sans appel à projet, je le redis. Tout partira des projets des élus locaux, selon une méthode simple et reconnue, celle du dialogue entre les élus et leurs préfets de département ou de région. Un appui à l'ingénierie sera également proposé pour les communes les moins outillées. Il existait déjà, par le biais de l'ANCT, pour les communes de moins de 3 500 habitants et gratuitement, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. L'État accompagnateur, c'est également l'État qui accompagne les territoires selon une logique différenciée, comme cela se fait grâce au programme d'appui porté par l'ANCT, des sujets sur lesquels plusieurs d'entre vous ont travaillé, je le sais, autour de Rémy Pointreau, qui était le rapporteur, et dont je salue le rapport qui a été présenté la semaine dernière et sur lequel nous aurons sûrement l'occasion d'échanger. À cet égard, je vous précise que je réunirai ce vendredi à mon ministère un comité exécutif du programme Action Cœur de Ville 2, réunissant l'ensemble des partenaires du programme, la Banque des Territoires, Action Logement, l'ANA et bien sûr l'État, afin de procéder au tour de table des accompagnements financiers de la phase 2, qui sera annoncé dans les prochaines semaines par la Première ministre. Je peux d'ores et déjà vous dire que cette seconde phase, nous la souhaitons ambitieuse, qu'elle portera évidemment en priorité sur la transition écologique et énergétique dans les villes, mais aussi sur la question des entrées de ville et la question des quartiers de gare. Cela répond, je crois, concrètement à la demande formulée par les 234 maires bénéficiaires du plan. Je voudrais aussi vous dire que nous allons consolider le programme Petites Villes de demain qui s'adresse à 1600 communes de moins de 20 000 habitants. J'ai à ce titre missionné les équipes de l'ANCT pour une feuille de route plus opérationnelle pour répondre aux attentes qui me sont remontées des élus. Et je ne manquerai pas de vous en faire part, car je connais, pour m'être déplacée dans un certain nombre de départements, votre attachement à ce programme qui accompagne de nombreux territoires ruraux notamment. En conclusion, avant d'ouvrir le débat, mesdames et messieurs les sénateurs, très brièvement sur une question qui nous tient toutes et tous à cœur, le quotidien des élus. Comme vous, et je me permets de prendre la présidente Gatel à témoin, tant elle œuvre activement sur la mise en œuvre de la loi 3DS et sur ses suites. J'aurai à cœur de travailler aussi sur ce sujet et vous me trouverez évidemment aux côtés des élus pour simplifier leurs relations avec l'État. Je souhaite en effet porter des politiques publiques différenciées dans l'esprit de la loi 3DS, adaptées aux réalités locales. Je crois que les outils existent et qu'il faut que les élus s'en saisissent. Certains départements, d'ailleurs, ont souhaité que leurs compétences RSA soient partagées avec l'État et ils sont en train d'expérimenter justement ce nouveau dispositif. Certains ont voulu en prendre en charge la gestion de routes nationales dans un intérêt local reconnu et je crois que c'est par ce type d'initiative que l'action publique gagnera en efficacité et en cohérence. Et puis, vous avez également réfléchi à la place de l'État dans nos territoires. Je ne l'ai pas vu, mais je voulais remercier la sénatrice Agnès Canaillet pour son rapport fournissant de nombreuses pistes de travail. L'efficacité de nos politiques publiques territorialisées passe bien par un État déconcentré, consolidé, en mesure de les accompagner et de répondre aux élus locaux.
voilà, je voudrais vous redire que la confiance du gouvernement dans les élus locaux est totale. Mais au-delà de cette confiance, je voudrais rappeler que je me tiens évidemment avec l'ensemble de mes collègues aux côtés des élus locaux pour les accompagner dans leurs projets. J'ajouterai aussi pour les défendre et les soutenir quand ils sont scandaleusement victimes d'agressions. Et je suis frappée par le fait que plus d'une fois par semaine, j'ai à prendre contact avec des maires qui ont été attaqués ou dont les permanences ont été brûlées ou dont les cabinets médicaux ont été brûlés également. Donc sur ce dernier point, sachez en tout cas que de la part du ministre de l'Intérieur, la loi sera ferme et qu'elle doit être pleinement appliquée. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction de cette réunion. Et évidemment, je vais répondre sur les sujets que vous avez peut-être déjà abordés. On peut peut-être démarrer sur le ZAN, si vous voulez bien. Alors, nous ne sommes pas ingrats. Moi, je note avec plaisir tous les signes positifs. Il y a de nombreuses prises de parole, donc je serai brève, mais juste en écho très rapidement, il y a des choses qui n'appellent pas de réponse. Sur la DGF, rien n'interdit d'être disruptif, Madame la Ministre. Vous avez dit que depuis 10 ans, il y a une règle qui dit qu'on n'indexe pas. Je dirais juste que la situation est assez disruptive. On a une inflation, une hausse de coûts de l'énergie qui, vraiment, moi, en ayant, comme chacun d'entre nous ici, le sens des responsabilités, de la contrainte de l'État, une demande de prise en compte de l'indexation sur l'inflation, ça veut dire qu'elle n'est que conjoncturelle. Je sais que ça coûte 1 milliard, qu'un milliard, c'est beaucoup. Je rappellerai juste que la hausse de coût de l'énergie, c'est 11 milliards. Donc, bon, je pense que là, on a un écart. Deuxième point qui s'adresse peut-être à monsieur le directeur de la DGCL, nous avons, et alors je veux saluer le changement de méthode où nous sommes associés à l'écriture des décrets d'application. On a travaillé avec Charles Guéné-de-Vetla et d'autres collègues sur le décret d'application de la disposition en faveur des collectivités qui a été adopté dans le PLFR. Alors, je voudrais être sûre d'avoir bien compris. Quand nous avons travaillé sur le sujet, nous avons demandé à ce que ce ne soit pas les collectivités qui sollicitent l'aide sans savoir si elles seront vraiment éligibles parce qu'elles ne seront qu'en 2023 et que nous pensons, parce que nous avons une grande confiance dans les services de l'État, qu'il n'y a aucun secret pour la DRFiP et que les DRFiP seront plus à même d'informer les collectivités qu'elles sont éligibles. Ensuite, elles peuvent faire une demande d'acompte. Donc, je voudrais être sûre que c'est bien ce mécanisme qui se met en place. Troisième point, c'est sur l'action logement. Vous avez parlé des programmes Cœur de ville et Petites villes de demain, qui sont des très beaux programmes, mais je pense qu'il faut envisager d'élargir l'action logement à Petites villes de demain, parce que beaucoup de programmes Petites villes de demain ne peuvent pas décoller parce qu'il y a des difficultés en matière de financement de logement. Et puis, avant de passer la parole à mes collègues, je vous remercie du message que vous passez à l'attention de nos collègues élus, les maires, qui sont vraiment... Le président du Sénat avait l'habitude de dire qu'ils sont à portée d'engueulade, mais là, ils sont à portée de coups, eux et leurs familles. Je sais l'attention que vous portez, le ministre de l'Intérieur, et nous avons eu l'occasion d'auditionner le garde des Sceaux avant l'été pour suivre la manière dont les dispositions que nous avons prises dans une loi sur le lien procureur-maire se mettaient en place. Donc, merci à vous, et c'est un sujet qui devient effectivement important et très préoccupant. Monsieur le DG, vous pourrez me faire un petit mot à ma question. Vous pouvez juste me répondre par oui, j'ai bien compris, ça sera bien. Je vais passer la parole à notre collègue Rémy Pointreau qui devra nous quitter parce qu'il y a beaucoup d'auditions en ce moment. Ensuite, Didier Rambaud, Bernard Buis. On peut faire ce premier trio si vous êtes d'accord. Ensuite, Patricia Schillinger, Céline Brulin, Laurent Burgot. Vous avez beaucoup de succès, Madame la Ministre. Et il y aura Laurent Saumon
et Bernard Delcros et Madame Sonia de la Provoté et Madame Estrosi Sassonne. Alors, cher Rémi, puis Didier, puis Bernard. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Alors, je ne vais pas vous parler des petites villes de demain, de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, parce qu'on en a beaucoup parlé déjà au sein de la délégation. Et puis, moi, je me réjouis d'avance de voir que vous allez prendre en compte nos préconisations. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Je ne vais pas vous parler non plus de la simplification des normes, puisque nous allons faire un travail avec notre présidente Françoise Gatel dans quelques semaines. Et nous aurons à travailler aussi sur la Commission nationale d'évaluation des normes qui travaille avec trop peu de moyens, et il faut qu'on leur donne un peu, qu'on renforce un petit peu la Commission nationale d'évaluation des normes pour notamment les normes des collectivités. Moi, je voudrais simplement vous parler d'une question d'actualité qui inquiète beaucoup les élus, ce sont les modalités de reversement de la taxe d'aménagement des communes aux intercommunalités. Et l'article 109 de la loi de finances pour 2022 a rendu obligatoire le reversement par les communes de tout ou partie du produit de la taxe d'aménagement aux intercommunalités, compte tenu, soi-disant, de la charge des équipements publics relevant des compétences de ces dernières. C'était jusqu'à présent facultatif. Et malheureusement, donc, cette mesure qui a été introduite à l'Assemblée nationale va réduire la liberté laissée aux collectivités locales en matière de répartition du produit de la taxe, puisque avant ça se négociait entre la commune et les intercos. Et les élus estiment qu'il y a une rupture du dialogue avec les intercommunalités, puisqu'on leur impose un reversement. Et d'ailleurs, en plus, on demande que ces modalités de reversement soient fixées par délibération concordante depuis le 1er octobre pour une entrée en vigueur en 2023. Donc, outre le fait qu'on peut s'interroger du cas où, par exemple, une commune refuse de délibérer sur ce sujet, les délais sont jugés par nos élus étant extrêmement courts, d'autant plus qu'ils ne tiennent pas compte de la périodicité des réunions, parfois trimestrielles, qui se passent au niveau qui réunissent les conseils municipaux dans les communes rurales. Donc je voudrais simplement connaître, Madame la Ministre, vos intentions sur ce sujet et savoir si vous envisagez d'en discuter avec la grande maison à Bercy. Surtout que ça ne coûte rien à l'État. Merci pour... Puis Bernard Buis. Merci, Présidente. Madame la Ministre, d'abord, vous faire part d'un sentiment que j'ai, puisque vous avez parlé de l'ANCT et que vous l'avez présidé avant votre prise de fonction au gouvernement, vous dire très sereinement que j'ai l'impression que c'est un machin qui n'a pas encore imprimé au niveau des élus locaux. Je suis convaincu, je vois dans mon département, si j'appelle 10 maires, il y en a 9 sur 10 qui me diront, mais où est-ce qu'on peut les joindre ? À quoi ça sert ce truc? Ça paraît très nébuleux. J'ai eu l'occasion de le dire à mon préfet. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment un effort à faire à ce niveau-là. Sinon, alors, ma question était dans la continuité. Alors, Rémi Cointreau et la présidente l'a abordé, qui concerne effectivement les programmes Action au cœur de ville et Petite Ville pour demain. Donc, la semaine dernière, on a eu au sein de notre délégation et en liaison avec la délégation aux entreprises, donc la présentation de conclusions d'un rapport. Le même jour, il y avait la Cour des comptes qui présentait le contrôle de ce programme. Et ces deux rapports, à la fois ici, Sénat et Cour des comptes, mettaient un peu déplorer un sous-financement un peu chronique de ce programme. J'ai aussi l'impression que, quelque part, finalement, il n'y a pas de financement dédié, qu'on utilise les crédits DETR des îles pour aller sur ces programmes, et que c'est ça qui va être amputé donc sur les demandes d'autres collectivités. Alors, comme je suis dans un département où j'ai 3 villes Action au cœur de ville, j'ai 14 villes retenues au programme Petite Ville pour demain. Voilà, j'ai besoin, je suis très attentif à l'évolution de ces deux programmes et besoin que vous nous éclairiez quand même un peu mieux sur les perspectives d'évolution que vous comptez lui donner. Je vous remercie. Merci, Présidente. Madame la Ministre, d'abord une question et ensuite une alerte. Ma question porte sur les maisons et les bus France Service.
M+C est mis en place depuis 2019. Ces outils constituent un nouveau modèle d'accès aux services publics pour les Français. L'objectif est clair, permettre à chaque citoyen, quel que soit l'endroit où il vit, en zone urbaine ou en zone rurale, d'accéder aux services publics et d'être accueilli dans un lieu unique par des personnes formées et disponibles pour effectuer ces démarches du quotidien, démarches administratives liées à l'emploi, la santé, la retraite, etc. Ces maisons France Service doivent permettre aux usagers d'accéder à un bouquet de services au sein d'un même lieu. L'objectif initial, fixé à l'échéance 2022, prévoyait le déploiement de 2000 maisons France Service. Madame la ministre, pourriez-vous nous donner les derniers chiffres dont vous disposez et nous donner quelques indications sur la pérennisation éventuelle du dispositif et de son financement ? Enfin, une alerte à propos d'une situation assez inédite. Je ne sais pas si d'autres communes l'ont vécu. En Drôme, la communauté des communes du Val-de-Drôme m'informe des difficultés inquiétantes pour trouver une compagnie d'assurance en matière de renouvellement de contrat de responsabilité civile et de protection juridique. Malgré un appel d'offres ouvert, aucune offre reçue. Il en est de même pour les communes de Loriol et de Livron. La communauté des communes a contacté 7 assureurs. Pas de réponse aux réponses négatives, au motif, je cite, que dû aux conditions drastiques actuellement imposées par leurs réassureurs, une nouvelle offre est impossible et qu'il en sera de même pour nombreuses collectivités du Sud-Est. Bien entendu, Madame la Ministre, une telle impasse met en danger les collectivités et leurs établissements. Je tenais donc à profiter de votre venue au Sénat pour vous alerter sur ce cas qui, je l'espère, restera isolé. Madame la Ministre, je vous propose de répondre. Ensuite, en invitant mes collègues... compte tenu de l'intensité, de l'intérêt que vous soulevez, Madame la Ministre, à ce qu'on soit concis. Sinon, si vous êtes d'accord, si on ne peut pas passer toutes les questions, nous prendrons toutes les questions de nos collègues et nous vous les adresserons. Mais si on peut avoir cet échange, c'est mieux. Je vous en prie, Madame la Ministre. Alors, vous avez interrogé Stanislas Bouron sur les informations d'éligibilité par la DDFiP. En fait, il faudrait que ce soit les services de M. Attal qui puissent répondre et qui dirigent la DGFiR. Mais on passera le message pour voir si ils peuvent d'ores et déjà annoncer, j'allais dire, tous ceux qui peuvent bénéficier du dispositif. Alors, la fameuse taxe d'aménagement. Cette mesure visait à partager les produits de cette taxe d'aménagement dès lors que le PCI supporte un certain nombre de charges de centralité et des charges d'équipement public sur le territoire de chaque commune membre. Alors, je vais peut-être vous faire une réponse plus près de mon expérience, mais je pense qu'à l'intérieur de chaque intercommunalité ou de chaque agglo, il doit y avoir, j'allais dire, des échanges avec les maires pour voir s'il y a un arbitrage que l'on peut faire pour qu'ils rendent qu'une partie ou une moitié et que éventuellement il y ait, enfin, ils ne peuvent pas rendre, mais c'est l'agglo qui peut, par là une DSC, une dotation de solidarité communautaire, qui peut faire rendre un peu d'argent aux communes. Mais c'est ça que je veux dire. En fait, les communes sont obligées d'obéir à la loi, mais dans le cadre d'une négociation des dotations de solidarité, il peut y avoir une possibilité pour l'agglomération. Mais voilà. on a ouais. Oui, il faut une délibération. Oui, mais il y a toujours une délibération sur les dotations de solidarité, les DSC. Non. La taxe d'aménagement. On a la taxe d'aménagement. Ah ben oui. Eh ben, si l'obligation est légale, mais s'ils ne le font pas, je crois que ça a été prévu, n'est-ce pas, Stanislas? Non. Non. Oui, mais on a un vrai sujet là-dessus. C'est-à-dire que c'est une invention un peu compliquée. Oui, mais moi, j'assume. À mon avis, elle ne vient pas du Sénat, d'accord? Non, sauf que, rappelez-vous, y compris dans 3DS, et vous avez participé au débat, nous avons instauré, consolidé l'idée de pacte financier au sein d'une interco. Et excusez-moi, quand on met dans la loi une délibération là-dessus, c'est renier la libre administration des collectivités locales, et c'est au sein du pacte financier que se répartissent, voilà. Mais pour être très précise, la législation ne rentre pas
davantage dans les détails, laissant le soin aux élus concernés de se concerter pour définir ensemble le taux à appliquer. Donc il y a une marge de manœuvre possible. Ensuite, les délibérations qui prévoient les conditions de reversement de tout ou partie du produit de la taxe peuvent bien sûr être modifiées à tout moment. Toutefois, cela doit se faire de façon concordante entre la commune et le PCI. Donc je pense qu'il y a, on va vérifier, mais je pense qu'il y a une marge de manœuvre possible. Le maximum parle et je voudrais accélérer parce qu'on ne va pas traiter ça là. Charles. D'accord. Allez. Ça ne concerne pas les EPCI à fiscalité additionnelle qui, eux, n'ont pas de pacte non, de j'ai bien compris, ça concerne les agglos. Mais cependant, on ne leur permet pas de différencier au sein d'une même commune un taux qui serait relatif aux zones économiques et au reste, alors que le texte ne le prévoit pas. C'est simplement une position administrative et qui empêche toute latitude pour les élus. Et ça fait 2 fois que je lance l'alerte. Et on me dit c'est l'environnement et l'urbanisme, c'est pas nous, mais il faut quand même faire quelque chose. Bon, on se renseignera auprès du cabinet de Gabriel Attal. Il y a beaucoup d'excitation sur le sujet. Alors, je passe la parole à Patrice. Je n'ai pas répondu à Cœur de Ville. Pardon, excusez-moi. Pardon. Monsieur le sénateur de l'Isère, je vais avoir le plaisir le 15 octobre de venir dans votre département à l'Assemblée générale des maires, puisque j'ai été invitée ce matin et que j'ai répondu favorablement. Voilà. Donc je vais être interpellée, mais je peux d'ores et déjà vous dire quand même qu'il y a aujourd'hui 234 villes qui ont bénéficié du programme Action Cœur de Ville 1 et que Jean Castex avait autorisé à ce que le dispositif soit prolongé jusqu'en 2026. L'avantage de ce dispositif, c'est aussi évidemment d'améliorer l'offre de logement, de développer les commerces de centre-ville, de venir en aide sur le patrimoine avec un dispositif Malraux ville moyenne, si je puis dire, et aujourd'hui d'être signataire d'une ORT. C'est un dispositif qui est jeune. Il est arrivé grâce au sénateur en janvier 2020, un mois avant la crise du Covid, ce qui a été rendu difficile finalement à la fois l'exercice des responsabilités du directeur qui était le préfet Yves Le Breton, mais qui, je dois le dire, a beaucoup relancé les maires, les députés, les préfets de département qui sont les délégués territoriaux de la NCT. Et donc, avec lui, au gré des confinements pendant l'année 2020-2021, je suis allée dans des départements régulièrement, 1 fois par semaine, pour à la fois présenter le programme ou pour inaugurer des projets, comme je suis allée en Ille-et-Vilaine, inaugurer un bus France Service, on pourra en reparler, mais sur le terrain, aujourd'hui, les 5 milliards qui étaient mis sur la table avec nos partenaires qui sont la Banque des Territoires, Action Logement, l'ANA et évidemment l'État, il y a quasiment les 5 milliards à la fin de l'année auront été investis. Et donc, nous allons avancer sur un programme non pas identique, puisqu'il va rester 4 ans, mais quasi identique. Et ce sera officialisé par la Première ministre à la fin du mois d'octobre, au début du mois de novembre, le programme Action Cœur de Ville 2. L'originalité de ce dispositif, c'est quand même qu'il a été co-construit avec Jacques Mézard et Jacqueline Gouraud et moi-même quand j'étais présidente de l'association des villes moyennes, et ça n'a jamais répondu à des appels à projets. C'était les maires qui déposaient leurs projets et les faisaient valider à l'agence. Alors,
Pourtant, nous avons fait une newsletter, pourtant, nous avons beaucoup communiqué sur l'action de la NCT. Je le dis devant Stanislas Bouron, qui, étant commissaire du gouvernement au sein de la NCT, visait nos conseils d'administration. Mais sans doute, on peut être perfectible. J'ose espérer que la nouvelle équipe sera à la hauteur de ces programmes et je suis prête à le détailler un peu plus la semaine prochaine quand je viendrai. Alors, je n'ai pas compris si c'était à Grenoble ou si c'était... Pardon? Oui. D'accord, très bien. Donc, sur Petite Ville de demain, je dois reconnaître que les choses ne sont pas aussi dynamiques que sur Action Cœur de Ville, que nous allons intensifier les programmes et pour permettre aux communes de cette taille d'aller plus loin dans l'exercice de ce programme, dans la mise en œuvre de ce programme. Je suis allée aussi dans certains départements où j'ai pu visiter des petites villes et là aussi je trouve que sur certaines où je suis allée les réponses ont été plutôt efficaces, mais je sais aussi que tout n'est pas parfait et donc voilà, nous ferons en sorte que ce programme-là soit dynamisé. Sur les maisons France Service, nous sommes quasiment j'allais dire aux objectifs qui avaient été fixés, à savoir 2500 maisons France Service à la fin de 2022. Il y en a 2397, 79 si je ne me trompe pas. Donc nous sommes quasiment à l'objectif, en sachant que la 2500e devrait être finalisée au mois de novembre, puisque nous avons un certain nombre de demandes. Le but était que la majorité des Français, pour ne pas dire 100% des Français, se trouvent à moins de 30 minutes d'une maison France Service et 93% à moins de 20 minutes d'une maison France Service. Alors, je sais que certaines sont plus efficaces que d'autres, que les partenaires, que ce soit les impôts, Pôle emploi, la MSA, la Poste, sont présents, pas partout, pas aussi régulièrement qu'on le souhaiterait. Il y a des initiatives tout à fait efficaces avec les bus France Service, dont d'ailleurs certains départements se sont servis pour les vaccinations, pour aller au plus près des habitants. Donc je crois que vraiment les bus France Service ou les maisons France Service sont un programme qui est mis en œuvre avec efficacité à travers les départements et que les objectifs vont être atteints. Voilà, il y a peut-être sans doute des ajustements et des améliorations, mais il faudra compter sur les préfets de chaque département pour attirer notre attention sur ce qui ne va pas. Je voudrais saluer le directeur de l'ANCT, François-Antoine Mariani, peut-être plus spécialisé dans la politique de la ville, mais néanmoins bien un fin connaisseur des dispositifs qui sont mis en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Observation importante sur la difficulté qu'on peut généraliser, qui a été soulevée par notre collègue Louis, sur la difficulté. Alors, j'en suis parfaitement consciente. Malheureusement, vous n'êtes pas le seul élu à nous en faire part. Donc, on va travailler là-dessus et essayer de solliciter les compagnies d'assurance et les assureurs parce que c'est à la fois indécent et totalement délicat pour tous les élus. Mais vous n'êtes vraiment pas le premier, malheureusement, à attirer mon attention sur ce sujet. Donc, on va s'en occuper et je reviendrai vers vous par un courrier, monsieur le sénateur, pour vous donner des informations et je les donnerai aussi à Françoise Gatel. Merci, Madame la Ministre. Donc, ah oui, le ZAN, j'en ai pas parlé. On va consacrer un vrai temps. Ah bon, d'accord. Hein? Ça vaut la peine. Donc je reviendrai que pour le ZAN, c'est ça? Non, on va quand même en parler pour vous dire la manière dont nous voyons les choses, mais je promets de garder un temps ZAN, les amis. Hein, parce qu'il n'y a pas de réunion au Sénat sans ZAN. Voilà, et nous restons zen. Alors, je passe la parole à Patricia,
Céline et Laurent, dont je sais qu'ils vont être remarquablement efficaces par la brièveté. Laurent Burgoa, parce qu'il y a plusieurs Laurent. Donc Patricia, Céline et Laurent. Madame la ministre, ma question, elle est orientée sur la sécurité civile et la lutte contre le feu. C'est vrai que cet été, les élus ont été marqués et puis s'interrogent sur les mois à venir et surtout l'année prochaine, pendant le temps estival. Plus de 10 000 sapeurs-pompiers français et européens ont été mobilisés et plus de 63 000 hectares de forêt ont été ravagés. Ces épisodes sont amenés à se répéter et donc il faut absolument renforcer la sécurité civile par des formations, par des moyens et aussi des pilotes d'avions qui doivent être formés. Notre sécurité civile doit être aussi modernisée à l'instar de ce que proposent les autorités européennes qui s'apprêtent à redimensionner la capacité du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Et la flotte de transition européenne devrait aussi être doublée dès l'année prochaine en attendant l'entrée en service d'une véritable flotte permanente entre 2026 et 2030. Donc ce n'est pas demain, c'est plutôt après-demain. Donc dans l'attente, il faut vraiment qu'on active les moyens. Madame la ministre, que proposez-vous pour renforcer et moderniser notre système de protection civile face à la multiplication des feux? Céline. Merci, Présidente. Madame la Ministre, je voudrais appuyer ce qu'a dit la Présidente Gatel sur la nécessité d'indexer la DGF sur l'inflation, parce qu'effectivement, nous connaissons un contexte tout à fait exceptionnel, et puis parce que la DGF, et nous le rappelons chaque fois que nécessaire, n'est pas une subvention de l'État à l'égard des collectivités, mais compense des missions que les collectivités assument et que ça doit rester cela, et je pense que ça a aussi du sens à ce titre-là. Plus précisément, je voudrais vous interpeller sur l'obligation qui va être faite à partir de 2023 de lier les taux de taxes sur le foncier bâti à celui de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Je crois que c'est issu du PLF 2020. Et c'est un sujet de préoccupation, notamment pour les communes littorales qui luttent contre, je ne sais pas comment le dire, mais contre l'expansion, on va dire, de l'habitat et des résidences secondaires qui surenchérit les coûts, enfin les prix de l'immobilier, qui empêchent des jeunes, du coup, ou des salariés qui viennent travailler de s'installer. Et il me semblerait utile, pour aider les élus locaux à lutter contre ces phénomènes, de délier ces deux taxes pour qu'on puisse augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sans impacter des propriétaires modestes dans un contexte où c'est un des derniers leviers en plus pour les collectivités depuis la disparition de la taxe d'habitation. Merci. C'est pour ce qui est plus une recommandation qu'une question, mais une excellente recommandation. Laurent. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'aimerais vous interroger sur un sujet sur lequel nous débattons beaucoup les sénateurs et sénatrices, sur lequel peut-être ce débat va encore continuer dans les semaines et mois à venir, c'est sur la compétence eau assainissement et son transfert ou non aux EPCI. Pour vous faire part, un message des élus gardois des petites communes, vous demandant à ce qu'ils aient le choix de transfert ou non cette compétence. Beaucoup d'élus me disent, monsieur le sénateur, ce que je rencontre, si on n'a plus ce choix, ben demain nous ne représenterons plus aux élections municipales et nous risquons d'avoir un déficit démocratique, c'est-à-dire plus de candidats à des élections municipales dans les petites communes, parce qu'autrement ils n'auront pas le choix de leur avenir à travers cette compétence ou assainissement. Donc, Madame la Ministre, vous venez de dire que vous avez la volonté de mettre en place une politique publique différenciée. Est-ce que vous seriez prêt à rouvrir ce débat-là en écoutant et à mettre en place cette politique différenciée en laissant au choix aux élus de leur avenir par rapport à cette compétence? Marronnier sénatorial. Aimé a raison, il fait l'objet d'une PPL qui a été déposée. Et voilà. Je sais que monsieur le directeur de la DGCL a tout l'historique de nos conversations. Madame la Ministre. Alors, je vais répondre d'abord à Patricia Schillinger.
pour lui dire que oui, la saison cette année a été dramatique puisqu'il y a eu près de 72 000 hectares d'espaces naturels qui ont été brûlés. Je crois qu'il faut aussi rendre hommage à l'engagement des forces de sécurité civile, 10 000 sapeurs-pompiers par jour, en moyenne, avec un pic à 40 000 dans les Landes et en Gironde. Au total, il y a eu 60 000 personnes aussi qui ont été évacuées. Et heureusement, il n'y a eu aucun mort à déplorer, que ce soit chez les pompiers ou que ce soit chez les habitants. Et puis, je voudrais aussi évidemment ici saluer le rôle des élus locaux que j'ai croisés dans certains déplacements qui ont été absolument exemplaires. Alors, vous savez que plusieurs initiatives ont été lancées et le président de la République veut réunir les acteurs de la sécurité civile à la fin du mois d'octobre. Et je suis chargée de préparer cette réunion en recevant tous ceux qui contribuent de près ou de loin à la sécurité civile, voire même pompiers volontaires, pompiers professionnels et tous les pilotes qui ont aussi des choses à dire sur le matériel. Je suis allée à Bruxelles défendre aussi la position de la France et remercier aussi pour la solidarité les pays qui nous sont venus en aide. La Grèce, nous étions allés en Grèce l'année dernière, et puis d'autres pays européens qui nous ont apporté leur soutien. Je pense qu'il faudra réfléchir, et c'est l'objet des débats que je mène en ce moment sur peut-être un nouveau modèle de la sécurité civile. Ce sont en tout cas un certain nombre de conclusions que je pourrais transmettre au président de la République. Sachez néanmoins que les préfets font partie aussi à la fois de leur rôle de travailler avec la sécurité civile dans le cadre de la PRIF. Et puis nous allons insister aussi beaucoup sur la prévention, puisqu'il y a un modèle méditerranéen qui est particulièrement efficace. Et donc ce matin d'ailleurs, j'interrogeais ceux qui étaient en face de moi, les acteurs qui étaient en face de moi, pour savoir comment transposer, en le territorialisant bien sûr, le modèle méditerranéen qui permettait de protéger ou surtout de réagir très vite, puisque j'ai compris que si dans la demi-journée le feu n'était pas circonscrit, venait très difficile après de lutter et de gagner cette bataille. Donc ce qu'il faut, c'est lutter contre les feux naissants, et c'est évidemment ce que nous allons faire. 2 mots sur le matériel. Il y a des commandes d'avions qui sont faites, mais des Canadair. Malheureusement, il y a un problème de matériel, puisque c'est commandé aussi au niveau européen, et ils ne seront pas livrés avant 2026. Donc la réflexion qui est menée, c'est de comment gérer depuis 2023 à 2026. Donc voilà les grandes lignes de ce dossier sécurité civile sur lequel nous travaillons avec Gérald Darmanin d'une manière approfondie. Ensuite, il y avait monsieur... Il y avait la fiscalité en secondaire. Oui, la fiscalité des résidences secondaires. Mais j'ai oublié, non, c'est vous, oui. Oui, non, mais j'ai ça. Bon. Les collectivités peuvent majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour un taux compris entre 5% et 60% dès lors qu'elles sont situées, et c'est là le souci, dans une zone tendue. Bon. Tendue, ça représente à peu près 233 communes qui l'ont fait en 2021 pour un montant de 136 millions d'euros. Ce zonage correspond à celui de la taxe sur les logements vacants, qui est perçue par l'État. Et en dehors de ces zonages, les collectivités peuvent la créer, cette taxe d'habitation sur les logements vacants. Donc ça, c'est à l'initiative des municipalités. Alors évidemment, il y a des demandes de révision de zonage sur lesquelles nous serons obligés peut-être de travailler et de revenir. C'est une demande récurrente aussi des communes du littoral, et je suis allée à leur congrès la semaine dernière, et évidemment le sujet a été mis sur la table. Donc c'est une réflexion. Certains ne le souhaitent pas, d'autres le souhaitent. Voilà, c'est
j'espère qu'on pourra sortir de cette difficulté pour les communes. Et puis, il y avait la loi NOTRe sur l'eau et l'assainissement, c'est ça? Bon. Alors, j'ai compris tout de suite que c'était aussi une ligne rouge au CEA quand Gérard Larcher, le président, m'a reçu à la fin du mois d'août. C'est compréhensible quelque part que ce transfert suscite encore des réticences dans une partie du bloc communal compte tenu de l'importance de la compétence eau en tant que service essentiel et de proximité. De même que les départements n'ont plus de compétences directes dans ce domaine et ne peuvent intervenir qu'indirectement puisque ce sont les communautés d'agglomération ou l'intercommunalité qui doivent s'en charger. Depuis 2015, il y a plusieurs aménagements qui ont été effectués sur le plan du calendrier, sur le plan d'un certain nombre de dispositifs transitoires, des contraintes et des préoccupations locales. Toutefois, je vais quand même vous dire les choses clairement, la loi 3DS a prolongé la situation jusqu'en 2026. C'est le dernier délai de transfert pour faciliter le transfert en donnant du temps aux collectivités. Je sais que c'est un double défi écologique et financier, mais je peux vous dire que je crains qu'on ne revienne pas sur cette échéance de 2026. Ce sujet, je pense qu'on a du mal à se faire comprendre. Il ne s'agit pas de dire que l'eau doit être gérée à l'échelle de la commune, mais personne n'a vu de l'eau couler dans un périmètre administratif. L'eau suit le bassin versant. Et chez moi, j'ai l'exemple d'un bassin versant sur 3 départements. Et que donc, l'idée, c'est de permettre que ce soit géré à une échelle pertinente, mais qu'au lieu qu'artificiellement, la commune donne la compétence à l'interco qui envoie des délégués et le délégué n'est pas intéressé alors que c'est la commune. L'idée, encore une fois, c'est l'efficacité et la pertinence. Donc, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Nous, on y est depuis 2016. Je pense que vraiment, on a un super sujet là-dessus. Il faut que chacun comprenne ce phénomène physique de l'eau qui coule selon les bassins versants. Merci. Je passe la parole à Laurent Saumon, Bernard Delcros et Sonia de la Provôté. Et ensuite, il nous restera 3 collègues. Et puis, il y a un moment ZAN. On va faire une pause ZAN. Laurent. Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, ça va être un peu redondant, mais pas tant que ça. Ça va prendre d'autres exemples. Moi, je crois que l'ingérence permanente, effectivement, de l'État dans les compétences, dans la gestion des collectivités, ne laisse plus cette autonomie de gestion telle qu'elle était connue, comme l'a démontré le débat qu'on a eu sur la taxe d'aménagement. On voit pertinemment que si on avait un dialogue serein au niveau des collectivités locales, l'État n'a pas besoin de s'en mêler, on peut trouver largement les solutions. Les communes qui, en plus, ont la clause de compétence générale, mais dont on enlève complètement les capacités financières. Et les intercommunalités à qui on redonne des compétences supplémentaires et qui doivent trouver les recettes et donc créer de nouveaux impôts. On a parlé donc je vais en citer 2, c'est bien sûr la compétence assainissement, sur laquelle se désengagent en plus les agences de l'eau, en tout cas sur l'assainissement non collectif en particulier. C'est aussi le cas de la compétence GEMAPI, et c'est sur celle-là que je voulais insister. La compétence GEMAPI, qui, comme vient de le dire Madame la Présidente Gatel, n'est pas, je dirais, une question de circonscription administrative. C'est bien là un bassin, ou voire un fleuve. Donc plusieurs bassins hydrographiques qui alimentent ce fleuve. Et j'ai rencontré la semaine dernière une commune, petite commune, 76 habitants, qui dans l'interco, noyée dans l'intercommunalité, ce qui d'ailleurs met des tensions entre communes et intercommunalité, se retrouve à appliquer donc la taxe GEMAPI, pour lequel elle n'a quasiment aucun bénéfice, sans que pour autant la taxe GEMAPI puisse les aider à traiter ce qui contribue aussi aux inondations, c'est-à-dire le traitement des eaux de ruissellement et l'érosion des sols. Ça, c'est quand même inadmissible qu'il n'y ait pas la possibilité que tout le bassin puisse bénéficier d'une taxe sur tous les items et seulement sur certains items qui sont dans le cadre de la taxe GEMAPI. Donc c'était un peu ça que je voulais dire. Et puis j'insiste aussi pour être assez court, un deuxième point. Les communes aujourd'hui vont avoir des grandes difficultés avec la sécheresse qui s'est passée et notamment les affaissements de terrain.
et en particulier sur les infrastructures qui ne sont pas assurées et donc qui ne peuvent pas bénéficier du fonds Barnier. Quid de la possibilité pour ces communes d'avoir des subventions au titre du fonds Barnier revisité ou éventuellement des DETR ou autres financements de l'État? L'engagement et proximité n'a pas suffi. Bernard. Oui, merci. Et puis merci, Madame la Ministre, pour ces échanges. Alors, je ne vous parlerai pas des ZRR, bien entendu. Sur la DGF, sur la DGF, en responsabilité, il faut concilier deux nécessités, quoi. Celle de réussir à tenir les comptes de l'État, à redresser les comptes de l'État, et je pense que la ligne du 5% de déficit maximum, il faut la tenir, et en même temps donner aux collectivités les moyens d'agir. Et si on veut trouver un équilibre entre les deux, je pense, pour ce qui me concerne, que ça suppose des mesures qui soient ciblées pour aider les collectivités qui en ont le plus besoin. De manière efficace d'ailleurs, il faut le faire. À tout ça en tenant compte du fait que pour les collectivités qui vont percevoir leur part de TVA, et elles sont nombreuses maintenant, on va être dans une dynamique de TVA entre 9 et 10%, si j'ai bien compris. Donc voilà. Donc il faut des mesures ciblées. De ce point de vue-là, l'augmentation de la DSR, DSU cible bien les collectivités qui en ont besoin par définition. 210 millions sont prévus, qui ne sont pas prises pour la première fois d'ailleurs sur l'enveloppe DGF, donc qui viennent en plus, sinon ça se faisait au détriment évidemment de la DGF forfaitaire pour l'ensemble des communes. Je pense que compte tenu de la situation de certaines collectivités, de certaines communes, je rappelle que les communes ne perçoivent pas de part de TVA d'ailleurs, je pense qu'il faut peut-être discuter sur ce montant de 210 millions. En tous les cas, c'est la bonne méthode de cibler sur les communes qui en ont le plus besoin. Et ça vaut aussi évidemment pour, on va dire, le bouclier énergétique, pour faire simple, pour 2023, bien regarder les communes qui sont concernées, qui ont besoin d'être aidées. Sur la dotation biodiversité, je ne vais pas y revenir, mais vous connaissez mon point de vue, c'est une belle avancée. On a franchi une première marche, il faut aller plus loin. Et je voudrais relativiser les chiffres. Certes, il y a une augmentation, mais on est en train de parler de 30 millions d'euros au total pour la dotation biodiversité. On n'est pas en train de parler de milliards. Je pourrais mettre en parallèle les 8 milliards de CVAE, donc c'est pas ce qu'on demande, mais en tous les cas, je pense qu'il faut vraiment booster la dotation biodiversité. C'est une belle reconnaissance des aménités rurales, ça fait longtemps qu'on le demandait, il faut peut-être élargir son assiette, je ne reviens pas là-dessus parce qu'on n'a pas le temps. En tous les cas, ça fait partie des sujets importants qu'il faut booster. Sur les investissements, donc j'ai une remarque et une question. Donc on a notre DETR qui a été réformé, qui marche plutôt bien, la DSIL qui avait été créée, et puis le fonds vert de 1,5 milliard. Juste, j'alerte sur une chose, mais on avait eu l'occasion d'en parler. La DETR doit rester une dotation aux collectivités rurales, interco et communes, qui reste assez souple, avec une programmation annuelle, en s'adaptant aux besoins des collectivités dans les territoires. Et donc, il faut faire attention, parce que je sais que le risque existe, à ce que la DETR ne soit pas tout à coup concentrée ou fléchée systématiquement sur les CRTE ou intégrée dans des programmations pluriannuelles de CRTE, même si sur un projet, je peux cumuler les deux, ça, c'est bien. C'est pas ça que je remets en cause. Une collectivité peut très bien demander un complément DETR. C'est pas la même chose que programmer de la DETR dans un CRTE, dans une programmation pluriannuelle, et de se retrouver, de faire ça au détriment des autres communes. Donc je voudrais bien en reparler, si vous le voulez. En tous les cas, ce n'est pas du tout la même chose. Je ne suis pas contre le fait qu'on puisse cumuler la DSIL, la DETR, ce n'est pas le sujet. Ou vers le programme Petite Ville de demain, d'ailleurs. Il faut faire attention de trouver les équilibres et de ne pas la concentrer sur un programme précis au détriment des autres. Et donc, du coup, je sais qu'il faut que ça se fasse vite, Françoise. Sur le fonds vert, donc pas d'appel à projet, c'est très bien. Et est-ce que l'idée, c'est comme la DSIL, d'avoir des enveloppes déléguées au préfet de région, ou ça reste une enveloppe nationale Préfet, celle-là, la réponse, je la fais courte. Au préfet, département ou région? Alors nous on aimerait bien que ce soit préfet de département. Enfin, je parle. Mais c'est un peu le vœu que je forme. En tous les cas, vous avez notre soutien pour que ça aille vers les préfets de département. Je parle au nom des collègues, je ne sais pas si voilà. Et puis dernier point sur l'ingénierie, il y a eu des mesures intéressantes de prix sur l'ingénierie, chef de projet PVD, conseiller numérique, VTA, etc. Mais sur du court terme. Il faut quand même qu'on donne aux élus de la visibilité sur le long terme. Donc je pense qu'il faut arriver à trouver des mécanismes qui donnent
qui inscrivent ce soutien à l'ingénierie dans la durée. Voilà. Et puis pour les normes, simplement pour dire qu'il faut qu'il y ait un vent de sobriété qui souffle sur les normes. C'est ça. Et on a remarqué ta sobriété à l'instant, ceci dit avec beaucoup d'humour. Alors, je suis vraiment confuse. À la fois, je suis très heureuse de cet échange et de la richesse des questions. Vous voyez la qualité des questions et des questionnaires. Je devrais vous quitter à 18h55. Je suis navrée. Qu'est-ce que j'ai dit? 17h55. Merci beaucoup. Charles Guéné va assumer la présidence avec brio et nous avons promis un temps ZAN qui sera intégré dans les questions, je crois, c'est Sonia qui va initier les choses. Donc, vous me pardonnerez, Madame la Ministre, si je file à l'anglaise, c'est sans rancune, avec respect, amitié, voilà. Il en sera autant à mon égard. Dominique avant. Voilà. D'accord. Vas-y. Bien. Bon, donc je reprends le fil des choses. Nous avons encore 3 intervenants. Mais je pense qu'il faut auparavant, Madame la Ministre puisse répondre. Alors, sur l'histoire GEMAPI, posée par Laurence Aubin, les cartes de bassin versant, vous pouvez les avoir par l'intermédiaire de la DDT en CDCI. Bon. Et ensuite, la détermination des EPCI qui doivent gérer quelque part. Donc, c'est une interco qui gère. Oui, mais il y a des syndicats à l'heure actuelle. Il y a des... Bah oui. Après, ils délèguent à un syndicat. Oui. Alors, bon, moi, sur le GEMAPI, je n'ai pas la science infuse sur ce truc-là. Mais... Quand il y a plusieurs connaissance de la préoccupation qui relève des collectivités, mais on sait que ça se traite aussi de manière interministérielle. Mais nous, on a une obsession qui parfois est justifiée sur ce sujet. Voilà. Je referai un schéma précis. Voilà. Mais la seule chose, il ne faut pas rêver, on ne reviendra pas sur le délai de 2026. Hein. Malheureusement. Alors, sur le... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce qu'il y avait d'autres C'était tout. La DGF, non? Non, la DETR, il y a eu ça aussi. La DETR, il y a une commission d'élus dans la DETR, donc de toute façon, vous y participez. Enfin, vos élus y participent. Il n'y a pas de fléchage d'enveloppe. Voilà. Oui, il y avait aussi un point particulier, c'était l'éligibilité au fonds Barnier des collectivités pour des infrastructures qui ne sont pas assurables. Alors ça, je vous répondrai. On vous renverra un courrier parce que ça, je n'ai pas la réponse à l'instant T. Sur le ZAN, non, c'était ça? Le ZAN, c'est là. Le ZAN, ah bon, d'accord. C'est le dessert en général. C'est le dessert. Bon, simplement, puisque vous avez fini, Madame la Ministre. Bon, d'accord. Simplement, sur le sujet eau et assainissement qu'on a évoqué, je vais juste me permettre une petite remarque, parce que j'ai la présidence, je peux. N'abuse pas. Non, je n'abuse pas. Simplement, je pense que depuis que le dialogue existe entre la suppression ou pas, il y a eu de grandes avancées qui permettent des tas de choses possibles au niveau des communes, et je pense qu'il serait bien de les mettre à plat et d'en faire l'inventaire de façon à démystifier un peu, je veux dire, la chose. C'est un conseil que je donnerais, mais bon. Bref, je dis ça parce que je travaille sur le sujet et je m'aperçois qu'en fait, on peut faire des choses. Alors, simplement, il nous reste 3 intervenants. Et alors, comme je dois suivre l'ordre proposé par la présidente, je pense que le ZAN arrivera en deuxième. Catherine, tu n'interviens pas sur le ZAN, toi? Non, ben, je me demande si tu n'aurais pas intérêt à intervenir avant le sujet du ZAN. Bon, alors, Dominique Estrosi, hein? Non, mais toi tu peux intervenir avant, et je ferai intervenir Catherine avant pour qu'on termine sur le ZAN, si vous me le permettez. Voilà. Bon, de toute façon, sur le ZAN, je crois que
la présidente a quand même brossé le tableau. Voilà. Moi, je voulais vous interroger, Madame la Ministre, sur les AOH, les autorités organisatrices de l'habitat. Elles ont été créées par la loi 3DS, sur un amendement que j'avais proposé en ma qualité de rapporteur, qui avait été voté contre l'avis, avec un avis défavorable du gouvernement. Pour autant, elles sont restées dans le texte définitif, dans le cadre de la commission mixte paritaire. Et ces AOH, elles sont calquées sur le modèle des autorités organisatrices de la mobilité, les AOM, et elles permettent donc aux EPCI d'être éligibles. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'elles visent véritablement à articuler les politiques nationales du logement avec les spécificités des territoires. Je pense que vraiment, sur le sujet du logement, on a vraiment besoin de pouvoir s'adapter au mieux aux spécificités du territoire et aux spécificités locales. Parce que la France du logement, mais bon, c'est bien d'autres sujets qui sont dans la même situation, elle se caractérise bien sûr par des situations qui sont très hétérogènes. Alors, cette capacité d'adaptation aux politiques locales, elle est souhaitable. Je pense par exemple à la rénovation énergétique. MaPrimeRénov' aujourd'hui, c'est quand même pas un succès extraordinaire, même si le gouvernement a mis... Mais je pense que si MaPrimeRénov' était décentralisée à l'échelle des territoires, je pense que les résultats n'en seraient que meilleurs. Comme on a délégué à un moment donné les aides à la pierre, de faire en sorte que sur la rénovation énergétique, où on a vraiment besoin de sortir du geste par geste pour aller vers la rénovation globale performante, je pense que, et ça serait possible dans le cadre d'une AOH, sur MaPrimeRénov', mais aussi sur les locations saisonnières. Alors je sais qu'il y a un certain nombre de métropoles qui commencent à se saisir de ce statut. Je crois qu'il y a la métropole de Brest qui a été donc déclarée par le préfet première organisatrice de l'habitat, à Rennes. Enfin, donc il y a un certain nombre de métropoles. Pour autant, aujourd'hui, ces AOH, elles ont le bénéfice d'avoir un statut, mais elles restent une coquille vide. Parce que, voilà, à l'intérieur, c'est encore trop récent. Donc, comment vous verriez-vous évoluer ce cadre-là? Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il y ait aussi, à l'intérieur d'une AOH, la possibilité de trouver des moyens de financement à travers des moyens de financement de la décentralisation pour que, à l'instar des AOM, où il y a un versement transport, il puisse y avoir demain, dans le cadre des autorités organisatrices de l'habitat, aussi une ressource propre qui permette véritablement, à ce moment-là, de faire de véritables politiques de décentralisation du logement dans les territoires qui se seront portés candidats. Merci. Peut-être on prend la question de Catherine Noisier et on prendra aux deux questions avant d'attaquer les autres. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Très rapidement, moi je voulais juste rebondir sur vos propos tout à l'heure, Madame la Ministre, sur la DFCI, sur le modèle méditerranéen, juste pour vous dire qu'en fait le modèle méditerranéen, il correspond à une réalité bien spécifique des territoires méditerranéens. Et vraiment, je vous invite à regarder le rapport que nous avons réalisé pour le compte de la Commission des affaires économiques et de la Commission développement durable pour prévenir l'embrasement des espaces naturels. Et je pense que ce serait vraiment une erreur de penser que le modèle méditerranéen est transposable dans l'ensemble du territoire, puisque ce n'est pas du tout le cas. Et ma question, rapidement, c'est, je vais parler foncier, mais pas du ZAN, mais de la SNAP, la Stratégie nationale des aires protégées, pour laquelle il s'avère aujourd'hui que les DREAL commencent à phosphorer et faire des zonages sans forcément y associer, sans d'ailleurs y associer du tout, à ma connaissance, les collectivités et notamment les communes, et que dans le viseur, on a beaucoup de forêts communales. Mon cher collègue Charles Guéné, on connaît ce sujet-là sur notre parc national des forêts. Donc voilà, je voulais savoir, est-ce que ces communes pourront demain prétendre elles aussi à une dotation biodiversité au titre de ces aires protégées? Je rappelle quand même que la stratégie nationale, c'est 30% en protection, 30% du territoire national en protection et 10% en protection forte. Donc il ne faudrait pas qu'on nous refasse un scénario Natura 2000 parce que ça risque de mal se présenter. Voilà, donc un sujet qui préoccupe beaucoup aujourd'hui dans les territoires. Merci Madame la Ministre. Madame la Ministre, sachant que si le sujet est trop pointu, on rencontre M. Béchu le 19 qui est plus sur cette rubrique, donc comme vous voulez sur ces deux questions. Méditerranéen pour la sécurité civile. Nous n'envisageons absolument pas un copier-coller, sauf que l'entretien des forêts ou des parties boisées
depuis un certain nombre d'années est particulièrement bien fait et que si les incendies ont pris de telles proportions en Gironde, c'est parce que c'était des forêts privées, usagères, qu'on appelle usagères, et qui n'avaient pas été entretenues. Et donc même les pompiers n'arrivaient pas à circuler à l'intérieur avec des problématiques de logement qui n'auraient sans doute pas dû être là où ils sont. Donc en fait, c'est une prévention dans l'esprit de ce qui a été fait dans le Midi, mais ce n'est évidemment pas un copier-coller qui est envisagé. Voilà. Non, elles ne ressemblent pas, mais le fait de prévenir, d'entretenir et de surveiller les permis de construire sont quand même des sujets de préoccupation. Sur la dotation biodiversité, le périmètre de cette dotation, elle évolue presque chaque année. Et donc, il faut évidemment évaluer l'intérêt et le coût d'extension à de nouveaux périmètres au-delà des zones Natura 2000 et des parcs naturels. Donc cette année, il y a une augmentation, mais il faut sans doute peut-être améliorer aussi le soutien que l'État peut apporter à ces zones privilégiées quelque part, mais avec des contraintes aussi qui sont importantes sur l'environnement, sur le logement dans ces parties-là. Madame Estrosi Sassone, je reconnais là sa grande compétence en matière de logement. C'est une spécialiste. Alors, il y a une réflexion qui est lancée sur les AOH à la demande du président de la République pour l'organisation des compétences logement. Alors, je ne suis pas ministre du Logement, c'est Olivier Klein, ça vous aura sans doute pas échappé. Il y a beaucoup de sujets à discuter au-delà de la prime Rénov', avec l'aide à la pierre, vous l'avez dit, avec le DALO, avec l'hébergement d'urgence. Et donc, dans le cadre de cette réflexion, le renforcement du rôle des AOH, évidemment, sera envisagé. Mais moi, je ne peux pas vous en dire plus à l'instant où on se parle. Je préviendrai Olivier Klein qu'il faut qu'il m'envoie une réponse plus circonstanciée. Qui sera là avec nous le 17 novembre. Eh bien voilà, voilà. Bien. Le ZAN, je finis sur le ZAN. On va finir peut-être, mais on va laisser Sonia de la Propreté poser sa question et peut-être nous présenter son... Merci Madame la Ministre. C'est compliqué de poser une question sur le ZAN, oui. Tant il y a de doutes et d'interrogations dans la tête des élus, et particulièrement des élus ruraux, mais pas que. Et notamment aussi au niveau de nos collaborateurs qui travaillent dans les structures d'ingénierie, parce qu'on n'a pas tout à fait les clés pour calculer la consommation, puisqu'on ne sait pas ce qu'on consomme, on ne sait pas avec précision ce qui est un hectare artificialisé ou pas. On a demandé à ce que les décrets sortis, qui sont quand même pas simples, pas tout à fait simple, pas tout à fait en phase, en tout cas, avec la réalité des terrains et avec cette fameuse territorialisation qui était quand même un peu le grand gain du travail parlementaire sur la loi. Et donc, ces décrets, on a demandé à lever le pied un peu. Le ministre, en tout cas, l'a dit. Et en fait, on a des vrais problèmes. La seule chose que souhaiteraient les élus, en l'état actuel des choses, c'est de desserrer un peu le calendrier, parce que comment estimer une enveloppe à l'échelle régionale, d'abord au niveau local, puis à l'échelle régionale, parce que si ça remonte des territoires ou des SCOT, avec la conférence régionale des SCOT, mais des intercommunalités qui sont parfois à cheval, enfin, etc., sur plusieurs SCOT. Comment on fait pour remonter des hectares artificialisés quand on ne sait pas ce qu'on a à estimer, à calculer, à évaluer, à colliger? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comment on fait pour considérer que les projets portés sont consommateurs ou pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition légale de la friche, donc on ne sait pas si on est sur de la friche ou pas, de la rénovation urbaine. En matière d'artificialisation, on considère un certain nombre de terrains qui sont
sont pourtant des terrains vagues, mais qu'on considère comme étant artificialisés. Et en fait, il y a un vrai hiatus parce que par rapport aux générations de documents d'urbanisme et de planification qui se sont mis en place, avec cette recherche d'optimiser finalement et de moins construire sur des terres agricoles, et pas que, sur les terrains ENAF, on a cherché, on a traqué les dents creuses, on a travaillé sur les stécales, on a travaillé sur tout un tas de sujets. On nous a demandé, avec les trames vertes et bleues, de protéger les fonds de jardin pour avoir des continuités écologiques, des trames vertes, etc., et pour maintenir la biodiversité. Biodiversité qui fait partie des critères prioritaires, des 4 critères prioritaires qui ont été évoqués. Et donc, ça, mis bout à bout, la question, je ne vais pas vous faire l'affront de vous poser une question, mais simplement une alerte pour vous dire que la mauvaise volonté n'est pas forcément là. Au contraire, je crois qu'il y a vraiment une envie de comprendre et d'appréhender ces sujets, mais le couteau sous la gorge, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment avec un calendrier intenable, une complexité absolue de ce qui sort et de ce qui est proposé, et finalement une territorialisation qui ne serait que de façade parce que les contraintes telles et la complexité telle ferait que les élus seraient réduits à décider sur la portion congrue de ce qui reste pour traiter la question du ZAN dans leur document de planification. Voilà, c'est l'esprit du terrain que je vous rapporte, mais vous le connaissez. Alors, sur le ZAN, je voudrais vous dire plusieurs choses. Tout d'abord, nous sommes conscients avec Christophe Béchu de la difficulté et de la complexité de ce dossier. Et nous souhaitons que l'État et les collectivités soient vraiment partenaires. Il a adressé une lettre à chaque préfet en leur demandant de lever le crayon, comme il dit, parce que nous avons lancé des études d'urbanisme dont nous aurons le rendu à la fin de l'année pour revenir devant les élus. À l'instant où on se parle, nous avons obtenu la validation de neutraliser les projets d'intérêt national et d'intérêt régional, dont les trajectoires ZAN locales. Donc ça, c'est quand même une avancée. Et je vais me tourner vers le sénateur de l'Oise. Je fais allusion, par exemple, au canal Seine-Nord, qui représente 2200 hectares de terre, qui seront donc sortis des évaluations qu'il reste à consommer. Mais il peut y avoir en plus une voie ferrée, il peut y avoir d'autres équipements. On voudrait aussi que les autoroutes sortent de ces calculs et que ça soit plus clair. Néanmoins, les collectivités, nous souhaitons qu'elles soient accompagnées avec la poursuite du fonds friche qui va permettre qui est mis en place avec un fonds de renaturation. Le rôle accru des EPF, je pense que là aussi c'est important. La mobilisation du fonds vert. Et puis, je dirais, la mobilisation d'outils d'ingénierie, à la fois pour fournir les données nécessaires et pour accompagner les collectivités. Je pense, et je reviens à la NCT, la mobilisation du CEREMA, par exemple, qui peut être très importante. On va rester sur une approche territorialisée, mais elle est régionale, si j'ai bien, de toute façon. On n'a pas le choix, mais ce qu'on veut, c'est pas pénaliser le secteur rural, parce qu'on est bien conscient que ne plus pouvoir construire dans une commune rurale, ça veut dire moins d'habitants, ce qui veut dire une école qui s'essouffle, et donc moins de vie dans la commune. Donc voilà, il faut qu'on essaye, même si sur le plan, un certain nombre de mesures doivent être d'ordre législatif. Je pense à la clarification de la nomenclature qui est définie dans le décret, pour permettre aux élus de continuer à développer des espaces naturels et de loisirs sans utiliser leur droit à construire, par exemple. Ça, je pense que c'est important. Et puis, il faudrait aussi que les projets de renaturation qui seraient faits d'ici 2030 soient pris en compte. Voilà. Donc, tout ça, on a compris que c'était des difficultés importantes, mais on y travaille avec Christophe Béchu. Bien. Merci beaucoup, Madame la Ministre,
Oui. Vous avez peut-être un point encore, non? Pardon? Vous avez un point Non, parce que quand j'ai dit la loi, c'est vrai que intégrer les projets d'intérêt national et régional, il faudra un point législatif, enfin un projet législatif. Bien, merci de nous avoir consacré au-delà du temps imparti avec vos équipes. Mais vous savez que c'est un peu toujours à la délégation qui a une vocation transversale. C'est un plaisir, mon cher Charles. Il y a toujours beaucoup de questions. Et donc, on ne manquera sans doute pas de se rencontrer à nouveau. Merci. Peut-être à l'attention de mes collègues, parce que je vois que tout le monde s'échappe. Prochaine réunion, donc le 19, audition de M. Christophe Béchu. Et on l'a évoqué tout à l'heure, le 17, nous aurons donc M. Olivier Klein donc, pour continuer nos travaux. Merci à tous.